Imaginez-vous dans une ancienne chambre funéraire, 4000 ans après le dernier souffle de son occupant. Un masque mortuaire doré brille sous votre torche, dissimulant des secrets qui choqueraient ses créateurs. Alors que vous tendez timidement la main pour toucher les bandages d'un jeune pharaon, une vérité glaçante vous apparaît. Ce garçon n'est pas mort de maladie ou d'accident. Il est mort des suites de l'union incestueuse de ses parents, grands-parents et arrière-grands-parents. Imaginez grandir en sachant que vous étiez une divinité vivante, mais que votre corps vous trahissait constamment. Chaque jour était une lutte contre la maladie génétique qui coulait dans vos veines. Votre colonne vertébrale se courbait douloureusement, votre mâchoire ne fermait pas correctement et à 16 ans, vous aviez besoin d'une canne. Les serviteurs du palais murmuraient à propos de la malédiction qui hantait votre lignée comme un spectre. Vous ne comprenez peut-être pas la génétique, une science encore à découvrir depuis des millénaires, mais vous saviez que quelque chose de terrible clochait au sein de votre famille. Depuis des générations, vos ancêtres, y compris ceux que vous connaissez personnellement, croient que préserver leur lignée vaut tous les sacrifices. Ils perçoivent vos épreuves comme une intervention divine. Témoins de la mort d'enfants, ils l'attribuent aux voix énigmatiques des divinités. Ils ont construit un enfer surnaturel et l'ont baptisé paradis. Et si je vous révélais que ce n'est pas une fiction? Et si je vous disais que les figures les plus influentes de la Terre, les pharaons de l'Égypte antique, ont passé 3000 ans à se détruire volontairement par isolement génétique? Ils considéraient leur sang comme divin, le jugeant trop sacré pour se mêler au commun des mortels. Au lieu de cela, ils ont mis en place une expérience de misère humaine qui allait se répercuter à travers l'histoire. Avant de plonger dans ces tombeaux dorés pour découvrir la vérité sur les souverains les plus endeuillés d'Égypte, partagez votre localisation dans les commentaires. Nous nous apprêtons à embarquer ensemble pour un voyage à travers 3000 ans d'angoisse, et je trouve stupéfiant que des personnes du monde entier puissent observer simultanément ces tragédies anciennes. Pour comprendre comment les figures les plus influentes de la Terre ont causé leur propre perte, il faut se plonger dans l'histoire de l'Égypte antique. Les pharaons ne cherchaient pas à s'autodétruire, ils cherchaient à préserver le sacré. Ils croyaient fermement que leur sang était divin, conféré par les dieux eux-mêmes, et ne devait pas être souillé par les lignées mortelles. Imaginez le premier pharaon choisissant sa sœur comme épouse, considérant le peuple, agriculteur, artisan, avec dégoût à l'idée que son essence divine se mêle à leur sang ordinaire. Ses prêtres acceptèrent et ses conseillers y virent des avantages politiques. Pourtant, personne n'avait prévu le coup que les générations futures supporteraient. À ce moment-là, l'argument semblait indéniablement solide. Les pharaons n'étaient pas de simples monarques. Ils incarnaient Horus sur terre, descendant de Ra lui-même sous forme divine. Comment un dieu pouvait-il épouser un mortel? Comment l'essence divine pouvait-elle être souillée par l'imperfection humaine? La réponse, adressée à chaque prêtre et conseiller du palais, était claire. Les divinités devaient épouser d'autres divinités. Les frères devaient épouser leurs sœurs. La lignée devait rester intacte. Ce qui n'était au départ qu'une foi religieuse s'est transformé en obsession culturelle. Les frères et sœurs royaux égyptiens étaient élevés dans la conviction que se marier entre eux était non seulement banal mais vital. On leur apprenait que leur lignée incarnait l'esprit de Ra lui-même et que la polluer avec du sang étranger provoquerait la fureur des dieux et maudirait le royaume. Génération après génération, ils imposaient ces croyances à leur propre progéniture, les condamnant à perdurer pour des croyances incontestées. Chaque union entre frères et sœurs était comme la contamination d'un puits. La première génération pouvait n'avoir présenté que des défauts subtils, un léger désalignement de la mâchoire peut-être, ou des traits faciaux particuliers. Les prêtres les interprétaient comme des signes de faveur divine, preuve que les dieux avaient approuvé cette alliance. L'accumulation des dommages génétiques fut aussi progressive que le dépôt de limon dans le Nil, se formant couche après couche jusqu'à ce que le cœur de la lignée devienne toxique. Ce qui avait commencé comme une préservation par la divinité se transforma en destruction. Mais le processus se déroula si progressivement que personne ne reconnut le schéma. Un enfant royal né avec un pied-botte était perçu comme une faveur divine. Un jeune prince mourant à 20 ans retournant servir dans l'au-delà, une princesse stérile sélectionnée pour des tâches spirituelles plus nobles. Chaque catastrophe génétique était redéfinie comme une intention divine. Chaque symptôme de lignée incestueuse réinterprété comme une preuve d'approbation céleste. Les Égyptiens étaient intellectuellement doués, ils construisirent des pyramides qui perdurent encore aujourd'hui, élaborèrent des mathématiques qui étonnent les érudits modernes et inventèrent l'une des premières langues écrites au monde. Cependant, ils ne percevèrent pas la détérioration de leur lignée royale car ils évitèrent délibérément tout examen. Les médecins de la cour relatèrent des maladies inhabituelles et des décès prématurés, sans jamais établir de lien avec la causalité évidente.
Au fil des siècles de sépulture royale, ils accumulèrent des preuves suffisantes, mais leurs convictions religieuses obscurcissaient leur perception de la vérité qui s'offrait à eux. La bombe génétique à retardement faisait tic-tac dans chaque berceau de palais, chaque chambre royale et chaque prière pour la perpétuation de la lignée divine. Ce qu'ils croyaient, pour préserver leur divinité, allait finalement révéler leur essence humaine de la manière la plus douloureuse qui soit. Et aucune famille n'incarna cette tragédie plus vivement que celle qui allait ébranler l'Égypte jusqu'à ses fondations. Sous le soleil brûlant du désert du XIVe siècle avant JKC, une dynastie émergea, poussant l'inceste royal à son paroxysme et à son apogée. Voici l'histoire de cette dynastie qui commence avec l'une des figures les plus troublantes de l'histoire égyptienne. Par une chaude journée de 1353 avant JJC, dans un palais surplombant le Nil, naquit un enfant qui allait devenir l'un des pharaons les plus controversés de l'histoire. Avant qu'Akhénaton ne devienne le roi hérétique qui renonce aux divinités d'Égypte, il n'est qu'un jeune garçon, confiné par un physique qui contredit ses proclamations divines. Son crâne s'allonge, prenant une forme élastique semblable à celle d'une tyre. Ses hanches s'élargissent comme celles d'une femme. Sa poitrine se développe, invisible aux yeux de l'observateur le plus perspicace, sous ses atours royaux. Le jeune prince grandit au milieu de serviteurs qui détournent le regard et de courtisans qui parlent avec prudence. Chacun reconnaît qu'Akhénaton n'est pas le type même d'un futur pharaon, mais personne n'ose dire la vérité. Son reflet dans le bronze poli reflète une image différente de celle des rois-dieux représentés sur les fresques des temples. Sa démarche est maladroite, sa voix étrange. D'autres enfants, si l'on peut les appeler des enfants lorsqu'ils sont de la lignée du pharaon, l'observent avec un mélange de crainte et de pitié. Le palais résonne de conversations feutrées et de regards furtifs. Les serviteurs apprennent à ignorer ces traits distinctifs. Les prêtres inventent des explications complexes pour expliquer l'apparence particulière de leur futur roi divin, comparé aux statues divines ornant les temples. Nés de parents issus de générations d'union frères-sœurs, ils attribuent les difformités de leur fils à une faveur divine unique. Après tout, les dieux sont énigmatiques. Finalement, lorsqu'il accède au trône, ce monarque accomplit un acte inédit. Il ordonne aux artistes de représenter fidèlement la famille royale. C'est la première fois dans l'histoire égyptienne que l'art royal présente des crânes allongés, des ventres proéminents et des proportions particulières. Les historiens qualifient cela de révolution artistique. Mais la réalité est plus simple et tragique. Le jeune souverain est épuisé par le mensonge. Si son corps sert de temple aux dieux, alors ces derniers devraient lui ressembler parfaitement. Les œuvres de son règne sont glaçantes. Elles représentent une famille aux allures quasi extraterrestres. Des silhouettes à la tête allongée, des formes féminines sur des physiques masculins, des enfants aux proportions inquiétantes, proches de celles de leurs parents. Les observateurs modernes y voient généralement des choix stylistiques ou des interprétations artistiques. Pourtant, il n'en est rien. Ce sont les traces de dommages génétiques si graves que même la propagande royale ne pouvait plus les dissimuler. Le pharaon hérétique épouse Néfertiti et il donne naissance à 6 filles. Des documents judiciaires évoquent des fils qui périssent en bas âge, leur corps incapable de supporter le fardeau génétique hérité de génération en génération. Les filles qui survivent présentent les mêmes traits allongés, les mêmes proportions anormales. Les artistes du palais les représentent comme des beautés divines, mais les serviteurs murmurent au sujet des princesses qui fuient la lumière du soleil et se débattent avec les tâches ménagères. La réforme religieuse de ce roi, son rejet des divinités antiques d'Égypte au profit d'une divinité solitaire, trouve peut-être son origine dans un désespoir génétique. Si les anciens dieux ont condamné sa lignée, peut-être un nouveau dieu fera-t-il preuve de compassion. Pharaon transfère la capitale de Thèbes à Amarna, une ville nouvelle, au mépris de coutumes millénaires. Il se proclame l'unique décrypteur des intentions divines et l'unique intermédiaire entre le dieu Aton et l'humanité. Pourtant, même une nouvelle divinité ne peut inverser des siècles de contamination génétique. Le transfert à Amarna se transforme en une expérience royale d'isolement. La capitale nouvellement construite se trouve dans le désert, loin des sièges traditionnels du pouvoir égyptien. La famille royale vit dans un luxueux isolement génétique, créant des œuvres d'art qui relatent leurs anomalies physiques tout en perpétuant l'illusion d'idéaux divins. Ce pharaon révolutionnaire décède prématurément comme la plupart des hommes de sa lignée. Sa révolution religieuse périt avec lui, rejetée par ses successeurs aspirant à un retour aux pratiques conventionnelles. La nouvelle capitale est déserte, ses structures s'érodant sous un soleil brûlant. Son nom est effacé des monuments, son existence condamnée par les prêtres mêmes dont il avait abandonné les dieux. Cependant, le défaut génétique persiste, léguant tel une malédiction à sa descendance, un garçon voué à une plus grande infamie en raison de son malheureux fardeau généalogique.
Cet enfant du monarque hérétique hérite non seulement d'un siège royal, mais aussi d'un ADN tellement compromis que chaque respiration est un combat contre l'héritage de défauts génétiques hérités de ses ancêtres. Né en 1344 in Tome Avesero JLAC, il était déjà accablé par le malheur de son père. Il s'appelait Toutankhamon et il restera dans les mémoires comme le roi le plus triste d'Égypte. Imaginez un enfant de 9 ans aux prises avec des difficultés à marcher, tandis que ses courtisans feignent d'ignorer ses trébuchements. Le pied gauche du jeune pharaon est mal aligné, une affection que la médecine moderne qualifie de pied-botte, rendant chaque foulée atroce. Sa colonne vertébrale présente une courbure anormale, le contraignant à adopter des postures atroces qui font de sa position assise sur le trône d'or une véritable épreuve de stoïcisme. Sa poitrine est déformée, ce qui lui cause une détresse respiratoire dans le climat désertique étouffant de l'Égypte. Des médecins du palais soignent 24h/24 et 7 j 7, mais ils ne parviennent pas à réparer ce que la génétique a fracturé. Le tournant amer dans la vie du pharaon adolescent réside dans son culte en tant que divinité vivante, contrastant avec son déclin physique quotidien. Dans la même pièce, les sujets s'inclinent devant un adolescent soutenu par des cannes. Les rituels religieux, censés manifester la puissance divine, se transforment en démonstrations voilées d'une fragilité cachée. Les prêtres récitent des louanges sur la force divine du pharaon, tandis que les serviteurs disposent avec tact des accessoires pour soutenir leur dieu roi. Des documents anciens révèlent un récit poignant des difficultés médicales royales. Finalement, 130 cannes trouvent de place dans la tombe du souverain, non pas comme symbole de domination divine, mais comme outils essentiels à un corps luttant pour se tenir debout. Diverses cannes et bâtons d'or ornés sont utilisés, mais ils partagent de tous la même fonction, aider un dieu-roi infirme à maintenir l'apparence de son invincibilité divine. Le rejeton divin vit dans une solitude luxueuse, dénuée de toute camaraderie humaine authentique. Les autres enfants sont tenus à distance, en partie pour le protéger, en partie pour dissimuler son état au curieux. Son épouse, Anka Senamoun, est également sa demi-sœur, partageant une maladie génétique qui rend leur union non seulement incestueuse, mais aussi presque inévitablement porteuse d'une progéniture déficiente. Leurs tentatives de procréation se soldent par des fausses couches et des bébés mort-nés, retrouvés momifiés à leur côté, témoins silencieux d'une incompatibilité génétique. Le tourment infligé au prince tragique d'Égypte ne peut être sous-estimé. Il grandit au milieu des murs des temples ornés de représentations de pharaons robustes et sans défaut, ses ancêtres, paraît-il, et pourtant il se demande peut-être pourquoi il ne leur ressemble pas. Les artistes chargés de le représenter dans des portraits officiels se heurtent à une tâche insurmontable. Comment représenter une anomalie génétique comme divine ? Ils y parviennent en évitant tout réalisme et en créant des images stylisées qui ne ressemblent que très peu au monarque physiquement handicapé assis sur son trône. Les médecins du palais documentent avec diligence l'état de faiblesse du pharaon, un document que les scientifiques contemporains reconnaissent comme la première étude exhaustive sur l'impact de la consanguinité. Ils détaillent ses malformations squelettiques, ses déficiences immunitaires et ses déséquilibres hormonaux. Il relate ses fréquentes maladies, sa lente guérison suite à des blessures mineures, ses difficultés à perdre du poids malgré l'opulence royale. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'il relate les conséquences inévitables de siècles d'isolement génétique. À 19 ans, le jeune roi succombe à un simple cas de paludisme, une maladie généralement surmontable chez les personnes en bonne santé, mais qui s'avère mortelle pour un organisme affaibli par la dégénérescence génétique. Dans son palais doré, mortellement malade et fiévreux, son système immunitaire affaibli, incapable de combattre la maladie, l'enfant pharaon peut comprendre ce que ses médecins ne peuvent comprendre, que son tourment n'était pas un décret divin, mais plutôt la conséquence prévisible des décisions prises par ses ancêtres qui privilégiaient la pureté politique au bien-être humain. La vie du jeune pharaon prend fin prématurément, sombrant dans l'oubli, jusqu'à ce que Howard Carter découvre sa tombe en 1922. Les mêmes dommages génétiques qui l'ont causé des souffrances lui ont également valu sa notoriété. Sa disparition prématurée a assuré la préservation intacte de son lieu de sépulture pour les archéologues contemporains. En 2010, une analyse ADN a enfin révélé la vérité que ses médecins de cour avaient les consignés sans jamais pouvoir la comprendre. Il était le fruit d'un inceste fraternel, victime de pratiques royales qui considéraient les humains comme des outils de reproduction à des fins politiques.
On pourrait penser que la mort de Toutankhamon aurait servi de leçon à l'Égypte sur le coup de l'isolement génétique. On pourrait s'attendre à ce que l'observation d'une catastrophe génétique aussi flagrante, liée au mariage entre frères et sœurs, incite les futurs dirigeants à reconsidérer sa sagesse. Cependant, le pouvoir conduit souvent les individus à négliger des faits dérangeants et l'attrait des lignées non contaminées s'est avéré plus convaincant que les preuves démontrant leurs risques. Le récit ne s'arrête pas avec la disparition de Toutankhamon. Au contraire, il perdure à travers les siècles, les dynasties et l'essor et le déclin de civilisations entières. Après 1200 ans, alors que la souveraineté égyptienne déclinait, des envahisseurs étrangers contemplaient les mêmes murs de temples qui avaient influencé la famille d'Akhénaton, interprétaient les mêmes textes religieux justifiant la consanguinité royale et décidaient de reproduire une expérience qui avait déjà fait de nombreuses victimes. C'est précisément ce qui s'est produit lorsque l'empire d'Alexandre le Grand s'est effondré et que son général Ptolémée s'est emparé de l'Égypte comme d'un butin. En 323, Sravenejdiashi c. À la mort d'Alexandre, son général monte sur le trône et fait un choix désastreux. Immergé dans les temples égyptiens représentant des pharaons divinement oints mariés à leurs sœurs, le souverain macédonien considère cette coutume comme la clé de son maintien au pouvoir. Ignorant la répétition imminente de la plus grave erreur génétique d'Égypte, il poursuit. Les dirigeants étrangers ne sont pas des Égyptiens, mais des Grecs de Macédoine, qui se considèrent supérieurs à ceux qu'ils gouvernent. Cependant, ce sont aussi des politiciens avisés, conscients que leurs sujets égyptiens attendent de leurs pharaons qu'ils adhèrent à la tradition divine. Par conséquent, le fondateur de la dynastie établit un système où les frères doivent épouser leurs sœurs génération après génération, conduisant au cas de consanguinité royale le plus extrême de l'histoire humaine. Imaginez les discussions de palais qui ont probablement eu lieu à mesure que chaque génération de descendants royaux mûrissait, connaissant son destin. Des frères et sœurs, élevés ensemble, s'adonnant à des jeux d'enfance, puis contraints de partager le lit conjugal à l'adolescence. On ne saurait trop insister sur le tourment psychologique infligé par cette pratique. Il ne s'agissait pas de mariages arrangés à distance avec des nobles étrangers, mais de relations familiales intimes, transformées en devoirs reproductifs. Pendant 300 ans, les souverains macédoniens ont maîtrisé la technique de l'isolement génétique. L'arbre généalogique se transforme en un escalier portant des noms répétitifs. L'ancêtre épouse sa sœur et leur progéniture suit, répétant ce cycle sans altération. À la fin de la dynastie, la lignée royale était devenue si concentrée génétiquement que les membres de la famille étaient parents, frères et sœurs, parents et enfants les uns des autres, dans un incompréhensible enchevêtrement de relations familiales. À la naissance de la reine légendaire, en 69, Vavisia Virgi Alessiles, cette expérience se poursuivait depuis 250 ans et sa lignée en révélait le résultat effrayant. Au fil des générations, les mêmes noms de famille persistent, les frères épousant leurs sœurs selon un cycle perpétuel. Les descendants royaux épousent d'autres descendants royaux. Ce schéma fait écho à l'adaptation des coutumes égyptiennes antiques par les Macédoniens. L'histoire de la beauté extraordinaire du dernier pharaon d'Égypte pourrait bien être une invention. Plus de 250 ans de consanguinité lui ont probablement valu des traits physiques distinctifs communs à sa lignée, notamment des traits du visage prononcés, de potentielles malformations de la mâchoire et des anomalies génétiques que la propagande royale s'efforçait de dissimuler. Sa beauté présumée était plus probablement une exigence politique qu'une vérité physique. Ce qui distinguait la dernière reine d'Égypte n'était pas son apparence, mais son intelligence, l'un des rares traits à avoir été épargné par la crise génétique qui rongeait sa lignée. Elle maîtrisait 9 langues, maîtrisait les mathématiques et la philosophie et naviguait dans le paysage politique périlleux d'une république romaine en déclin avec une dextérité qui aurait stupéfié des dirigeants robustes. Son intelligence était sa récompense pour les contraintes physiques que sa lignée lui imposait. Les liens de la célèbre reine avec Jules César et Marc-Antoine n'étaient pas seulement politiques, mais aussi des liens génétiques vitaux. Elle cherchait urgemment à insuffler du sang neuf à sa lignée corrompue. Sa progéniture, issue de ces figures romaines, symbolisait l'espoir d'un renouveau génétique, une possibilité de briser le cycle de la dévastation qui avait ravagé sa famille pendant des siècles. Cependant, la politique romaine se révéla plus impitoyable que la génétique égyptienne. Octave, futur Auguste, ne supportait pas les prétendants concurrents. Les enfants royaux de César et d'Antoine, plus sains et plus forts que n'importe quel prince ou princesse depuis des générations, furent méthodiquement anéantis. Avec leur disparition, l'ultime espoir de récupération génétique s'est évanoui avec eux. Lorsque le dernier monarque a choisi le suicide plutôt que la soumission romaine vers 30 AVDJC,
Non seulement elle a mis fin à son existence, mais elle a conclu une épreuve génétique de 250 ans de dévastation humaine. Sa mort par morsure de serpent, si les récits historiques sont exacts, paraît presque compassionnelle comparée à la contamination génétique progressive qui avait consumé nombre de ses ancêtres. Elle est décédée en tant que dernier pharaon, portant en elle les dommages génétiques accumulés par des siècles de mariages consanguins. L'ironie est accablante. Les envahisseurs étrangers ont conquis l'Égypte militairement, mais l'Égypte les a vaincus génétiquement. Arrivés en tant que dirigeants étrangers, ils ont exercé leur autorité sur une population soumise, mais ont fini par s'anéantir en adoptant les mêmes pratiques qui avaient scellé le sort de leurs prédécesseurs. Ce phénomène n'était pas exclusif aux dynasties renommées. Les découvertes archéologiques indiquent que la consanguinité au sein de la famille royale égyptienne n'était pas continue, mais récurrente. Au fil de longues périodes d'isolement génétique intense, suivies d'une renaissance due à des unions externes introduisant un nouveau contenu génétique, puis d'un retour progressif à la consanguinité avec l'intensification des forces politiques, l'histoire de l'Égypte ancienne présente un schéma effrayant qui se répète depuis des siècles. À mesure que les dynasties gagnent en puissance, elles ont tendance à considérer leur lignée comme un atout inestimable indigne de se mêler à des étrangers. L'ascendance politique engendre le tribalisme génétique, et ce dernier conduit finalement à la chute de ces dynasties. La preuve en est dans les nombreuses tombes royales d'Égypte où les conséquences de la consanguinité sont évidentes, momie après momie. Sous les premières de dynasties égyptiennes elles-mêmes, on trouve des traces de rares cas de mariage entre frères et sœurs chez les pharaons. Les inscriptions funéraires et les archives généalogiques évoquent cette pratique à l'époque de la construction des pyramides, mais avec moins de constance qu'aux périodes ultérieures. Le modèle des catastrophes futures était la construction brique par brique, tombe par tombe, mariage par mariage. À la fin de l'Ancien Empire, les pharaons du Moyen Empire épousaient fréquemment des princesses étrangères, enrichissant ainsi la lignée royale d'un nouveau patrimoine génétique. Cette pratique a quasiment éradiqué les mariages entre frères et sœurs pendant plusieurs siècles. À cette époque, les restes momifiés des descendants royaux présentaient moins de signes de déficience génétique. L'Égypte prospérait politiquement et sa génétique royale se rétablissait en conséquence. Pourtant, le pouvoir nourrissait l'arrogance et le succès stimulait le nationalisme génétique. Au Nouvel Empire, des pharaons comme la lignée d'Akhénaton revinrent à une consanguinité sévère. La période amarnienne pourrait constituer l'exemple le plus frappant de mariage entre frères et sœurs en dehors de la dynastie ptolémaïque tardive. Des preuves artistiques de cette époque, évidentes dans des crânes allongés et des proportions particulières, démontrent des dommages génétiques en temps réel. Après la chute de l'ère amarnienne, les dynasties suivantes recoururent de nouveau aux mariages étrangers à des fins politiques. Pendant des siècles, les pharaons égyptiens épousèrent des rois nubiens, libyens et proche-orientaux. La diversité génétique s'est accrue et la stabilité dynastique s'est accrue. Les momies royales de cette époque présentaient des structures osseuses plus saines, une espérance de vie plus longue et moins de malformations visibles. Cependant, l'arrivée des Ptolémées a marqué l'apogée de la catastrophe génétique égyptienne, alimentée par leur obsession pour la pureté du sang. Chaque cycle réitérait la même leçon. La diversité engendre la force, l'isolement engendre la ruine. Malgré ce constat, chaque nouvelle dynastie semblait vouée à reproduire les erreurs de ses prédécesseurs, comme si le simple pouvoir de gouverner l'Égypte déclenchait une pulsion incontrôlable vers l'autodestruction génétique. Ces erreurs récurrentes n'étaient pas de simples désastres politiques. Ce sont des tragédies humaines se déroulant dans les chambres et les pouponnières royales. Pour saisir la véritable implication de cette autodestruction génétique, il faut visualiser leur quotidien. La génétique moderne nous éclaire sur leurs afflictions et pourtant l'expérience humaine demeure douloureusement authentique à travers les âges. Imaginez-vous vous lever chaque matin dans un palais de marbre et d'or, entouré de serviteurs qui vous saluent comme un dieu, mais votre dos hurle de douleur dès que vos pieds touchent le sol. Votre mâchoire palpite à cause du banal petit déjeuner. Chaque respiration est laborieuse à cause d'une poitrine qui n'a jamais été complètement développée. Vous êtes vénéré comme une divinité et pourtant votre corps vous rappelle constamment votre fragilité. Plus délicate que le plus pauvre des ouvriers, travaillant hors des limites de votre palais. Descendants royaux, ils ont grandi conscients de leurs différences, mais inconscients de leur cause. Ils ne pouvaient pas se mêler à des enfants typiques, nouer des amitiés authentiques ou échapper aux limites dorées de leur lignée. Leurs seuls compagnons étaient des frères et sœurs porteurs de la même génétique, des cousins qui deviendraient époux, des parents qui leur renvoyaient leurs propres difformités comme des reflets déformés dans des miroirs de maisons déformantes.
Imaginez une enfance dans un royaume où tous ceux qui vous sont chers semblent déformés, et vous ne faites pas exception, sans que personne ne puisse fournir d'explication. L'angoisse d'un isolement divin provoque ses propres ravages psychologiques. Ces enfants résidaient dans des palais opulents, mais ils étaient issus de leur propre lignée génétique. Ils disposèrent de la meilleure cuisine, mais leurs mâchoires difformes rendirent la consommation pénible. Ils possédaient des bibliothèques remplies de parchemins, mais beaucoup étaient aux prises avec des difficultés d'apprentissage souvent liées à l'inceste. Ils baignaient dans le luxe, mais la richesse ne peut guérir les os qui se déforment, ni les cœurs qui peinent à faire circuler le sang dans des veines endommagées. À mesure que ces descendants royaux grandissaient, ils discernèrent progressivement un schéma. Ils observèrent les portraits de leurs ancêtres présentant des traits similaires, les crânes allongés, les mâchoires proéminentes, les proportions particulières qui caractérisaient leur lignée. Ils remarquèrent que les nourrissons royaux succombaient plus fréquemment que les nouveau-nés du peuple. Ils découvrirent que leur lignée divine était en réalité un fardeau, mais que leurs obligations religieuses et politiques les contraignaient à la perpétuer à travers leur descendance. Pour les reines en particulier, chaque grossesse représentait un risque vital. L'enfant survivrait-il à la naissance ? Dépasserait-il sa première année ? Ces malformations pourraient-elles être dissimulées par la propagande royale ? Des documents du palais témoignent de la tension émotionnelle que cela imposait. Des reines Sarah se retirèrent de la vie publique après de multiples grossesses ratées. Des monarques évitaient les cérémonies religieuses. Des femmes se tournaient vers l'alcool et l'opium pour trouver du réconfort après la mort de leurs enfants. La génétique moderne clarifie ce que le monde antique ne pouvait saisir. Lorsque des frères et sœurs se reproduisent, leurs enfants ont 25% de chances d'hériter de 2 copies d'un gène récessif. Dans une population robuste et génétiquement diversifiée, les gènes récessifs néfastes sont rares et généralement éclipsés par des gènes normaux provenant de parents non apparentés. Au fil des générations, lorsque des membres d'une même famille se marient, des gènes néfastes s'accumulent et croissent comme les intérêts d'une dette impayable. Cette détérioration génétique est omniprésente, représentée dans l'art et préservée dans les momies. Les anomalies caractéristiques des mâchoires sur les portraits royaux égyptiens n'étaient pas des styles artistiques. Elles reflétaient la dure réalité de la génétique, impossible à dissimuler. Les crânes allongés, les traits étranges du visage et les difformités physiques que les artistes présentaient comme des traits divins étaient en réalité des mutations génétiques s'intensifiant à chaque génération de mariages incestueux. Cependant, les dommages cachés allaient bien au-delà du visible. L'art ne pouvait dépeindre les problèmes internes, mais les membres de la famille royale présentaient un système immunitaire affaibli qui rendait même les maladies mineures mortelles, des déséquilibres hormonaux affectant leur croissance et leur développement, et des problèmes neurologiques pouvant influencer leur personnalité et leur comportement. Les dommages génétiques imprégnaient chaque cellule, organe et système de leur corps. Au fil des générations, la consanguinité a exacerbé les vulnérabilités. Initialement, de légères anomalies faciales se sont intensifiées en de graves déformations de la mâchoire, altérant l'alimentation, et la mortalité infantile occasionnelle s'est transformée en complications de grossesse fréquentes, laissant les mères royales dans le désespoir. L'accumulation des dommages génétiques a entraîné une spirale de dévastation dont les familles royales ne pouvaient se sortir, faute d'en comprendre l'origine. Les pharaons croyaient en défendre la pureté divine, mais en réalité, ils orchestraient la plus longue et la plus triste expérience de génétique humaine de l'histoire. Une expérience qui a transformé les palais en arènes de souffrance et les rois déifiés en victimes de leurs propres convictions. Cette tragédie prolongée n'était pas une calamité unilatérale, mais plutôt un schéma récurrent à travers les millénaires. Le schéma observé tout au long de l'histoire égyptienne n'est pas une consanguinité continue pendant 3000 ans, mais plutôt des intervalles d'isolement génétique intenses, entrecoupés de périodes de convalescence, suivies de répétitions. Les pharaons de l'Ancien Empire épousaient parfois leurs sœurs. La période amarnienne, sous Akhénaton, marqua une période particulièrement extrême. Après des siècles d'unions matrimoniales variées, des souverains étrangers furent à l'origine du cas le plus intense de consanguinité royale de l'histoire de l'humanité. Ce schéma récurrent de déclin génétique royal est alarmant. Dès qu'une dynastie accède au pouvoir, elle commence à considérer sa lignée comme trop sacrée pour se marier avec des étrangers. Le succès politique favorise le nationalisme génétique et celui-ci conduit à l'effondrement dynastique. Cette tendance destructrice est manifeste dans de nombreuses tombes royales détaillées, momie après momie, montrant les effets néfastes de la consanguinité. Dès les premières dynasties,
On trouve des traces de mariage entre frères et sœurs parmi les pharaons. Les gravures funéraires et les arbres généalogiques royaux suggèrent cette pratique à l'époque de la construction des pyramides, bien que moins systématique que par la suite. Les calamités futures se construisaient petit à petit à travers les enterrements et les mariages. Un processus qui se poursuivit même après la chute de l'Ancien Empire. Au Moyen Empire qui suivit, les pharaons épousèrent souvent des princesses étrangères, introduisant ainsi un nouveau matériel génétique dans leur lignée royale. Pendant des siècles, la pratique du mariage entre frères et sœurs devint rare. À cette époque, les membres de la famille royale présentaient moins de signes d'anomalie génétique sur leurs restes momifiés, ce qui coïncidait avec la prospérité politique du royaume. Cependant, le pouvoir conduisit à l'arrogance et le succès au nationalisme génétique. Au Nouvel Empire, les pharaons reprirent une consanguinité extrême. La période amarnienne se distingue comme l'un des exemples les plus marquants de mariage entre frères et sœurs en dehors de la dynastie étrangère ultérieure. Les témoignages artistiques de cette époque, notamment les crânes allongés et les proportions corporelles inhabituelles, illustrent des dommages génétiques se produisant en temps réel. Après la chute d'Amarna, les dynasties suivantes recoururent à des alliances matrimoniales avec la noblesse étrangère de Nubie, de Libye et du Proche-Orient à des fins politiques. Cette pratique s'étendit sur plusieurs siècles, renforçant la diversité génétique et la stabilité au sein des dynasties. Les restes momifiés de cette époque présentent des structures osseuses plus saines, une espérance de vie plus longue et moins d'anomalies apparentes. Cependant, l'arrivée des envahisseurs macédoniens fit preuve d'une obsession pour les lignées pures, marquant la phase finale et la plus grave de cette catastrophe génétique. Chaque phase apporta la même leçon. La diversité renforce la force, tandis que l'isolement favorise la destruction. Néanmoins, chaque nouvelle dynastie semblait vouée à reproduire les erreurs de ses prédécesseurs. La fin ne survint que lorsque la compréhension scientifique rendit les répercussions incontestables. La consanguinité royale cessa progressivement avec l'émergence des connaissances génétiques supplantant les superstitions religieuses. La science moderne révèle aujourd'hui ce que les anciens monarques n'avaient pas compris. La diversité n'est pas une contamination, mais un bouclier. Chaque gène nocif de l'ADN humain est contrecarré par la variation génétique. Lorsque cette variation disparaît à cause de la consanguinité, les dommages génétiques cachés apparaissent et deviennent mortels. Cette découverte scientifique est arrivée trop tard pour les pharaons, mais leur disparition nous a apporté la sagesse. Rejoignez-moi maintenant pour retourner au tombeau doré où notre voyage a commencé. Contempler une fois de plus le masque mortuaire de Toutankhamon, mais cette fois, au-delà de l'imagerie divine, découvrez la douleur humaine qui se cache en dessous. Ce n'était pas seulement de l'art. C'était un effort frénétique pour dissimuler la vérité génétique d'un garçon qui luttait sans relâche contre les erreurs accumulées par ses ancêtres. Si ces anciens pharaons pouvaient s'adresser à nous à travers les siècles, que diraient-ils ? Peut-être le roi hérétique nous mettrait-il en garde contre le coup de l'extrémisme religieux. Peut-être l'enfant pharaon nous implorerait-il de privilégier le bien-être humain à l'orthodoxie politique. La dernière reine nous exhorterait-elle à privilégier l'amour à la lignée, la diversité génétique au prestige dynastique. La constitution génétique des momies, scrutée par la science contemporaine, raconte une histoire plus captivante que n'importe quel hiéroglyphe gravé. Elles aspiraient à la reconnaissance divine, mais sont devenues les plus grands éducateurs de l'humanité sur la pertinence de la variation génétique. Si leurs luttes servent de leçon, leurs souffrances n'ont pas été vaines. Le sort du pharaon nous rappelle que même la domination politique, l'autorité religieuse et l'héritage culturel ne peuvent l'emporter sur les principes fondamentaux de la biologie. Croyant protéger un patrimoine sacré, ils l'ont involontairement détruit. Leur héritage génétique s'est transformé en une maladie génétique. Ces monarques, obsédés par la préservation de la pureté de la lignée, sont devenus les plus ardents défenseurs de la diversité génétique de l'histoire. En analysant leurs momies, les scientifiques ont transmis plus de connaissances en génétique que n'importe quel manuel. Leur souffrance a nourri notre compréhension, leur lutte notre sagesse. Alors que nous quittons leur tombeau pour réintégrer le monde contemporain, leurs récits nous accompagnent. Nous nous souvenons d'eux non pas comme de monarques divins, mais comme d'individus ordinaires qui méritaient de mieux que ce que leur dictait la génétique et les normes sociales. Leur voix, aujourd'hui étouffée par la mort et le temps, continue de résonner avec un message simple. Privilégiez l'humanité aux dogmes, la santé aux traditions et l'amour au pouvoir. Souvenez-vous de nous, suggère-t-il gentiment depuis leurs tombeaux ornés. Apprenez de nos erreurs afin que d'autres puissent éviter le sort auquel nous n'avons jamais pu échapper.